Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, un pilier du programme de première dans le chapitre énergie, conversion et transfert. On va parler de l'énergie mécanique. C'est vraiment le concept qui se cache derrière absolument tout ce qui bouge. Une chute, un saut, le lancement d'un objet. Alors, prêt à décoder les secrets de la vitesse et de l'altitude? Allez, c'est parti, on plonge là-dedans. Imagine un peu la scène. Un saut à l'élastique. Tout en haut, avant le grand saut, t'as une immobilité quasi totale. Mais en même temps, un potentiel de chute qui est vertigineux. Et puis d'un coup, c'est l'accélération fulgurante, une vitesse qui devient maximale avant que l'élastique ne se tende et change complètement la donne. Tout ça, c'est un ballet qui est parfaitement orchestré par les lois de la physique. Et voilà la question centrale. Comment est-ce qu'on peut, nous, avec nos outils de physiciens, calculer la vitesse à un point précis de la chute, ou la hauteur maximale qui sera atteinte? Eh bien, pour répondre à ça, on va construire ensemble une véritable boîte à outils. Une boîte à outils qui va te servir, crois-moi, jusqu'au bac. Alors, pour bien comprendre le tableau d'ensemble, il faut d'abord qu'on définisse les deux monnaies d'échange de l'énergie mécanique. Pense à ça comme les deux ingrédients de base absolument essentiels pour toutes nos analyses futures. La première, c'est l'énergie cinétique qu'on note E indice C. C'est tout simplement l'énergie du mouvement, l'énergie de l'action. C'est simple, hein. Un objet qui est immobile, son énergie cinétique est nulle. Zéro. Dès qu'il se met à bouger, il en possède. Et comme tu peux le voir ici, c'est très logique. Plus un objet est lourd, donc a une masse élevée, ou plus il va vite, plus son énergie cinétique est grande. Mais attention, regarde bien la formule, la vitesse est au carré, ça c'est hyper important. Ça veut dire que si tu doubles ta vitesse, tu ne doubles pas ton énergie cinétique, tu la quadruples. L'impact est énorme. L'autre face de la pièce, c'est l'énergie potentielle. Pense à elle comme une énergie en réserve, une énergie stockée, qui ne demande qu'à être libérée. Pour ce chapitre, on va surtout s'intéresser à l'énergie potentielle de pesanteur, celle qui est directement liée à l'altitude d'un objet. Regarde ces plongeurs. Juste parce qu'il est monté sur son plongeoir, il a accumulé une quantité énorme d'énergie potentielle. Et plus il montera haut, plus elle en stockera. C'est une énergie qu'on ne voit pas, mais elle est bien là, prête à être transformée en pur mouvement dès qu'il va sauter. Voilà, le point crucial à retenir, c'est que l'énergie mécanique totale d'un système, qu'on note EM, c'est tout simplement la somme de ces deux formes d'énergie. C'est l'énergie qu'il possède grâce à son mouvement, plus l'énergie qu'il possède grâce à sa position. C'est aussi simple que ça, EM égale EC plus EP. Maintenant qu'on a nos deux ingrédients, voyons ce qui se passe quand ils interagissent. Pour ça, on va faire une première modélisation, on va imaginer un monde idéal, un monde parfait, sans frottement, où aucune énergie n'est perdue. Et là, on touche à un principe fondamental de toute la physique. L'énergie ne peut être ni créée, ni détruite. Elle ne fait que se transformer. Et donc, si les seules forces qui travaillent sont des forces dites conservatives, comme le poids, alors l'énergie mécanique totale reste constante. L'une peut augmenter, l'autre va diminuer d'autant, mais leur somme, elle, ne bouge pas. On dit que sa variation est nulle. Ce graphique est génial pour visualiser ça. C'est l'illustration parfaite de cet échange. Regarde bien. Pendant la chute, la courbe de l'énergie potentielle, la bleue, elle descend. Logique, l'altitude diminue. En même temps, celle de l'énergie cinétique, la rouge, elle monte. Logique, la vitesse augmente. Mais la somme des deux, la courbe verte de l'énergie mécanique, elle reste parfaitement horizontale. Elle est constante. L'exemple classique qu'on donne toujours, c'est le pendule. Il passe son temps à convertir sa hauteur en vitesse et sa vitesse en hauteur dans un va-et-vient perpétuel. Au point le plus haut de sa course, vitesse nulle, donc énergie cinétique nulle, mais énergie potentielle maximale. Et tout en bas, vitesse maximale, donc énergie cinétique maximale, mais énergie potentielle minimale. C'est la conservation en pleine action. Bon, évidemment, le monde réel n'est pas si parfait. Il y a des forces comme les frottements de l'air ou le contact avec le sol qui viennent un peu gâcher la fête et changer les règles du jeu. Du coup, il est absolument essentiel de savoir faire la différence entre ces deux types de forces. Le poids est une force conservative. Ça veut dire que peu importe si tu descends en ligne droite ou en zigzag, la variation d'énergie est la même. Par contre, les frottements sont non conservatifs. Plus le chemin que tu parcours est long, plus ils vont te faire perdre de l'énergie mécanique en la transformant. Et voilà la confrontation directe. À gauche, c'est notre monde idéal, le modèle parfait, où l'énergie mécanique est constante. Et à droite, c'est la réalité, l'enregistrement de la chute d'un volant de badminton. Regarde comme la courbe de l'énergie mécanique totale, EM, cette fois, elle chute, elle diminue inexorablement. Pourquoi? À cause des frottements de l'air. Alors attention, c'est un point hyper important, cette énergie perdue ne disparaît pas dans la nature, elle n'est pas détruite, elle est convertie, transformée par le travail des forces de frottement. Et elle se transforme en quoi? Le plus souvent en énergie thermique, en chaleur. C'est pour ça que tes mains chauffent quand tu les frottes l'une contre l'autre. L'énergie mécanique n'est plus conservée et sa variation est maintenant égale au travail de ces forces non conservatives.
Allez, assez de théorie, on passe à la pratique. Voyons comment tout ce qu'on vient de voir s'assemble pour créer une méthode super puissante qui te permettra de résoudre n'importe quel exercice le jour de l'épreuve. Voilà, ça, ce sont les formules que tu dois connaître par cœur, sans la moindre hésitation. Ce sont tes outils. Et attention, n'oublie jamais les unités. Les énergies, c'est en joules, la masse en kilogrammes, la vitesse en mètres par seconde et l'altitude en mètres. C'est la base. Et ça, c'est la méthode à suivre, la structure de raisonnement qu'on attend de toi au bac. Si tu suis bien ces 5 étapes dans l'ordre, systématiquement, tu ne peux pas te tromper. C'est vraiment la clé pour avoir une rédaction qui est claire, un raisonnement juste et bien sûr la bonne solution à la fin. D'ailleurs, on peut voir cette méthode appliquée à la perfection dans cet exercice type bac. Pour trouver la vitesse incroyable du skieur en bas de la piste, qu'est-ce qu'on fait? On définit le système, le skieur, on pose le référentiel, le zéro en bas, on liste les forces et on applique le bon principe énergétique. Le calcul final, ce n'est que la conclusion logique de tout ce raisonnement bien structuré. Pour finir, revenons à notre idée principale avec une dernière question pour réfléchir. On a dit que l'énergie ne se perd jamais, elle se transforme. Eh bien, rien que là, maintenant, autour de toi, l'énergie se transforme partout. Dans la batterie de ton appareil, dans la lumière de l'écran, dans le son qui arrive à tes oreilles. La physique de l'énergie, ce n'est pas juste une leçon pour le bac, c'est littéralement la description du monde qui nous entoure.